Bonjour et merci de réchauffer cette salle parce que dehors, même si la pluie n'est pas venue, on a vraiment beaucoup de chance cette fois-ci, on aurait pu craindre le pire. En tout cas, on va se retrouver avec bonheur avec le juge Shepard. Le juge Shepard, il y a longtemps qu'il aurait dû venir aux Imaginales. Le problème, c'est qu'il est apprécié par beaucoup de responsables de festivals, d'éditeurs, de critiques, de lecteurs, et que du coup, il est invité chaque fois dans d'autres festivals en Europe ou en France, et donc j'ai jamais eu l'occasion. Cette année, il était disponible et immédiatement j'ai sauté sur l'occasion. Alors, ce ne sont pas des paroles en l'air. Le juge Shepard, je vais vous lire pour commencer un tout petit texte pour expliquer pourquoi nous aimons la littérature de science-fiction et de fantasy de le juge Shepard. Ce petit texte est issu d'un dossier réalisé par Tom Clegg, qui est un Américain qui vit en France, qui travaille pour les éditions Brajlon, où il dirige la collection science-fiction, donc c'est vraiment un homme qui connaît fort bien la science-fiction américaine, et j'ai fait un petit édito pour le présenter. Étoile fulgurante de la science-fiction américaine des années 80, ses nouvelles et ses romans ont obtenu de nombreux prix, dont un Nebula et un Hugo, mais à l'œuvre inclassable, le juge Shepard s'ingéniait à écrire des histoires insolites qui se déroulaient en Amérique centrale ou dans un coin perdu des Antilles, au moment où surgissaient les courants cyberpunk, humanistes, féministes. Depuis 1995, on restait presque sans nouvelles de Shepard, c'était écrit il y a quelques années. Depuis, il s'est remis à écrire et à publier. Aux États-Unis, il a su renouer avec ses lecteurs. Mais en France, nous avions jusque-là peu d'écho de ses créativités fébriles. La disparition prématurée de Jacques Chambon, principal éditeur de Shepard en France, chez De Noël puis Flammarion, laisse penser que l'intégrale des nouvelles envisagées ne verra là pas le jour. Peut-être que les choses vont changer. Surtout à une époque où la SF exigeante peine à trouver son public au profit des novelisations et des séries de fantasy commerciales. Reste que le rôle d'une revue spécialisée, c'était la revue de science-fiction Galaxy, qui existe toujours, mais dirigée par d'autres. Reste que le rôle d'une revue spécialisée, c'est aussi de défendre des auteurs exigeants, au talent sûr, celui de Lucius Shepard est éclatant. Vous voyez à quel point la revue et ses collaborateurs étaient élogieux. Et donc, Jean-Daniel Brech et moi-même, nous sommes évidemment ravis d'accueillir Lucius Shepard aux Imaginales. Jean-Daniel, qui est le traducteur de Lucius Shepard, entre autres pour son éditeur actuel, c'est-à-dire les éditions du Bélial, le partenaire du festival, qui ont édité le dernier recueil de nouvelles de Shepard l'année précédente, qui a obtenu le prix Imaginal pour l'ensemble du recueil des meilleures nouvelles de fantasy, et pour le tout nouveau, le Calice du Dragon, le tout nouveau roman de la série Griol, qui est sorti en exclusivité mondiale à Épinal pour le festival. Peut-être que le plus simple, Maud, si vous le voulez bien, c'est tout simplement de rentrer dans la lecture des textes de Lucius Shepard. Alors, peut-être que vous nous proposez un petit extrait. C'est issu d'un recueil qui s'appelle Aztèque, un recueil de nouvelles composé en France et disponible toujours en édition grand format ou poche. Papa dit toujours qu'il y a trop de monde sur cette planète. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Le vieux con. Il passe la journée enfermé avec ses joints et son mezcal. Il somnole, rêvasse, il dérive. Il ne voit jamais personne. Il ne parle jamais à personne, sauf à moi. Enfin, à personne de réel. Il cause dans l'ombre de maman, aussi belle, aussi en forme que lorsqu'elle avait 29 ans. J'ai bien arrangé la maison, mais il m'interdit de toucher à sa chambre. Sur le mur, il y a du papier d'emballage pour cacher les trous dans le plâtre et une photo de maman et de lui pour cacher un trou dans le papier. Ça faisait penser à un timbre sur un colis postal. Un colis qui aurait explosé autour de lui et se serait retourné. Le timbre échouant à l'intérieur et lui qui reste là-dedans, expédié dans le néant. Voilà, on est entré dans l'univers de Lucius Shepard. On va commencer par justement sa science-fiction. On terminera logiquement
par ce qu'il écrit actuellement, en particulier, c'est-à-dire sa fantaisie. Vous avez un ton qui est quand même assez différent, M. Shepard, de ce qu'on lit sous la plume de la plupart des écrivains américains. Vous êtes un vrai auteur de fiction, un vrai auteur d'imaginaire, et pourtant, vous avez le style d'un grand écrivain de littérature générale. Vous êtes un vrai styliste, et par ailleurs, vous êtes un Américain qui aime son pays, mais qui pourtant s'est beaucoup promené, et qui a aussi un regard critique. Ce petit extrait qu'on vient de voir, est-ce que ça donne une idée de la science-fiction que vous aimez, que vous écrivez, M. Shepard? Yeah, I guess it's like it's Aztecs. I mean, it's just every. I mean, every story I write is kind of comes from a different place. And like Aztecs was a conscious attempt to write something that was connected to La Vie, air. Universe, but it's similar in the politics, you know, whatever basis of this. Alors, en fait, Lucius Shepard nous dit que pour lui, chaque histoire, chaque nouveau texte est associé à un lieu bien précis. Et en ce qui concerne plus particulièrement l'Aztèque, pour lui, c'était une histoire qu'il voulait lier à ce roman, La vie en temps de guerre, qui est un roman plus ancien, et parler, prolonger le discours qu'il tient sur l'Amérique centrale, qui traduit une vision politique qui reste toujours la même, peut-être que vous l'avez définie. Voilà, un auteur critique, un auteur, encore une fois, qui regarde son pays avec lucidité. C'est aussi intéressant de présenter ce regard de la science-fiction américaine. Un autre extrait, il est donc tiré de la revue Galaxy, du dossier consacré à Lucius Shepard. Je vous y renvoie, il doit en rester quelques exemplaires sur le stand de la revue. Et vraiment, c'est un beau dossier, une belle nouvelle et une façon de bien rencontrer aussi Lucius Shepard. Vous aurez l'occasion de trouver la revue tout à l'heure sur le stand de Galaxy. Je m'appelle Aurelio Duclès et je suis né à Trujillo, sur la côte nord. Mon père est mort alors que j'avais 22 ans, me léguant la gérance de l'hôtel Cristobal Colon, un bloc de béton bleu-vert magnifiquement situé en bord de plage, avec une piscine et un bar lambrissé d'acajou flanqué d'une terrasse. Les touristes étaient rares à Trujillo, car la région était infestée de bandits et de trafiquants de drogue, mais j'ai néanmoins prospéré durant les 12 années qui ont suivi. La majorité de mes clients étaient des gardiens et des fonctionnaires travaillant à la prison d'État, située près du centre-ville, un édifice dissimulé par de hauts murs jaunes. Ils utilisaient mon hôtel pour y recevoir des femmes, et au bout d'un temps, ils m'ont associé à leurs activités, employant mes services pour revendre la cocaïne qu'ils volaient aux trafiquants incarcérés et pour blanchir l'argent qu'elle leur rapportait. Jamais je ne suis devenu leur ami, mon statut se limitant à celui d'associé. Pour dire la vérité, ils me faisaient peur. Ils étaient armés de pistolets et d'aiguillons de bouvier, et ils me regardaient avec mépris. J'étais un homme prospère, mon épouse Martha m'avait donné 2 fils en bonne santé, mais je n'avais droit ni au respect des matons, ni à celui des habitants de la ville, qui étaient nombreux à réprouver mes activités criminelles. C'était cette absence de respect, je crois bien, qui m'empêchait d'être comblé. Mais j'ai fini par conclure que ma frustration revêtait un caractère plus intrinsèque. J'étais un enfant malheureux, qui en grandissant, était devenu un homme malheureux. Aucune sinécure ordinaire, si honorable, si profitable soit-elle, n'aurait suffi à apaiser mes démons intérieurs. Peut-être étais-je en quête d'un jugement qui aurait complété ma vie. Nous avons tendance à nous dissimuler de tels désirs, à les vêtir des oripeaux de la raison, sachant que nous ne serons jamais à la hauteur des idéaux, que nous ne serons pas à la hauteur des idéaux, excusez-moi. Nous avons tendance à nous dissimuler de tels désirs, à les vêtir des oripeaux de la raison, sachant que jamais nous ne serons à la hauteur des idéaux, à l'aune desquels nous voulons être mesurés. Pas facile de lire, parfois je sais pas, il y a un vrai style, il y a une phrase, vous allez le voir avec les textes, vous verrez une meilleure lectrice après, sur ton fin de festival. L'extrait, 3 références. Référence à l'Amérique latine, l'Amérique centrale en l'occurrence. Deuxièmement, de l'humour et de l'humour très noir, puisque il s'installe et dans son hôtel il est associé
à des trafiquants de drogue qui sont les gardiens de prison. Vous voyez un peu l'humour cruel. Et puis, troisième point, une douleur qui est liée à l'absence de reconnaissance et aussi à un rapport qu'on devine un peu compliqué avec la famille. Est-ce que ces thèmes sont des thèmes puissants chez vous, Monsieur Shepard? Et si oui, pourquoi? True. I mean, Senor Volta was a real character. I met in Taylor, Honduras. I mean, they go around with those batteries strapped to their chest. Also, if you go to the carnival, there's Red Bull. But yeah, I mean, the world of Central America is very brutal, very harsh. In America, in the United States, it's like we're insulated from reality. And it's equated to in Central America, which is basically our fault. So yeah, it's poverty is intense. And, like, the oppression of cocaine dominate the government. It's just pretty much a mess. Pretty much a mess. Oui, en fait, ces thèmes sont exactement ce qu'il voulait aborder dans ce récit. Il faut savoir, en plus de cela, que le personnage de Senor Volto qu'il décrit dans ce texte, bon, pour résumer un peu, c'est quelqu'un qui se balade avec une batterie sur le torse. Il faut attraper et résister au courant électrique qui s'en dégage. Et c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Personnage qu'il a croisé lors d'un séjour au Honduras et qui a hanté les cirques et les fêtes foraines. Mais de façon plus générale, l'Amérique centrale telle qu'il la connaît, puisqu'il a fait de fréquents séjours, est un monde brutal, très très dur, dont les Américains n'ont pas idée, puisque les Américains vivent de façon très isolée dans un monde très clos, alors que tout près d'eux, dans ce qui est quasiment leur banlieue, il y a un monde très très dur, très sauvage, le monde de l'Amérique centrale qui est en proie à la pègre, au trafic de drogue, à la brutalité policière, etc. Justement, on va peut-être approfondir, puisqu'on est toujours dans le cadre des textes un peu plus anciens de M. Shepard et des textes de science-fiction particulièrement. On va donc lire un passage et on reviendra un peu sur les convictions de M. Shepard et ce qui porte sa fiction de ces années-là. Vous ne devez pas voir en moi un témoin digne de foi, une personne immunisée contre les préjugés et la distorsion des faits. Certes, tout récit devrait être précédé d'un tel avertissement, car aucun de nous n'est capable d'une objectivité totale. Mais bien que j'ai l'intention de dire la vérité, le tumulte qui a récemment marqué mon existence me pousse à me considérer comme le moins fiable des témoins. Durant les mois qui ont précédé le coup de fil de Raolet, je n'avais cessé de sombrer dans le déclin, gaspillant ma subvention pour me payer de la drogue, de l'alcool et des femmes, me livrant à une orgie qui m'avait laissé mentalement secoué et presque sans le sou. Il semble que cette spirale infernale n'ait eu aucune cause directe, qu'il se soit agi d'une sorte d'érosion spirituelle, exprimant peut-être une réflexion personnelle suscitée par la guerre, la famine, la peste, bref, toute l'épée biblique qui ravageait le continent. Ce ne serait certes pas la première fois que les misères de l'Afrique affectaient ainsi un expatrié. En outre, bien que nombre de Noirs, exilés, qu'ils viennent d'Amérique ou d'ailleurs, soient enchantés de leur visite sur la terre des ancêtres, vision des choses à laquelle je ne suis pas fondamentalement opposée, cela avait été pour moi une expérience marquée par des temps d'étranges et délicates pressions et la sensation permanente de ne pas être à ma place.
ce qui, je crois, avait également affecté ma stabilité. Quoi qu'il en soit, j'en étais venu à négliger mon travail et à espacer mes expéditions dans la brousse, m'enfermant dans mon appartement d'Abidjan, un trou à rats étouffant au mur de parpaing et de stuc, avec une peinture couleur moutarde et des meubles en vinyle rappelant la salle d'attente d'un dentiste américain progressiste des années 50. Une dernière phrase peut-être que tu as traduite pour M. Shepard. Est-ce que vraiment, M. Shepard, connaissant que les années 50, je pense que nous le savons tous, c'est les années du macartisme et de la chasse aux sorcières aux États-Unis, est-ce que vous avez beaucoup rencontré de dentistes progressistes américains dans les années 50? Vous êtes né à peu près à cette époque, je crois. Because the excerpt from Crocodile Rock ends with a simile. The apartment of the hero in Abidjan is similar to the waiting room of a liberal dentist in America during the 50s. So did you meet a lot of liberal dentists in the 50s in America? My dentist, you know, like, you know, but I don't know if there are a lot, but like, you know, it's like my childhood thing. It's just under furnished, you know, sort of office with under furnished, like wine bottles, chairs and stuff like that. It's, you know, I mean, that was just a metaphor. Came from childhood. En fait, c'est une bulle d'enfance, c'est un petit souvenir qu'il gardait de son enfance. Effectivement, il a fréquenté un dentiste comme ça, une salle un peu sordide, un peu douteuse, avec des meubles sommaires. Pour rebondir après sur un peu les idées et les convictions de M. Shepard, ce qui est frappant quand même, c'est une vision critique, non pas de l'Amérique en tant que telle, mais de son lien au reste du monde. Et le fait qu'il ait été un grand voyageur, à la fois pour des raisons professionnelles, je rappelle que M. Shepard a été pigiste dans la presse et qu'il a ramené des reportages, entre autres des guerres civiles au Guatemala ou au Honduras, je ne me souviens plus de quel pays d'Amérique centrale, mais bon, toutes ces guerres des années 70-80 qui ont ravagé ces pays-là, et où les Américains n'étaient pas, le gouvernement américain n'était pas justement absent. Donc ce que je voudrais savoir, c'est comment dans sa fiction, sa science-fiction de l'époque, à la fois sa vision critique de la politique américaine à l'étranger, en particulier en Amérique centrale, et à la fois le fait qu'il ait été un grand voyageur, qu'il a donc certainement une connaissance plus importante que la majorité de ses compatriotes du monde, en tout cas à l'époque. Est-ce que ça a nourri beaucoup sa science-fiction? Go back to your outlook, to your vision of the world. Stephanie knows that you traveled a lot, and that during the 80s you were a war correspondent in Central America. Was this experience as a journalist and as a traveler, did help you to write your science fiction stories? Well, yeah, I mean, it's like, it sort of opened me up to see my own country from the lens of another country, like, especially in El Salvador, where Ronald Reagan was running this country. It was very, very interesting to see how it was reported back in the States and how it was reported in Central America. In Central America, they called Reagan Death's Republic. And like in the States, they called Great Oregon, great, like man's mater or whatever. He was great. But now in Central America, he was looked upon much as like a Hitler. But yeah, I mean, it's being down in Central America for all those years, it's sort of like, it's where I stand, it's the place, I stand when I live, when I think the American planet. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la situation dans laquelle il s'est retrouvé, à la fois de séjourner dans l'Amérique centrale, de le vivre de l'intérieur et de voir ce qui s'y passait, et en même temps
de voir la version qu'en donnaient les médias américains lui a permis à la fois de découvrir une partie du monde qui n'était pas l'Amérique et de découvrir la vision que cette partie du monde pouvait avoir de l'Amérique. Il y avait un vif contraste entre le compte-rendu de la situation telle qu'il était donné aux États-Unis, où bon, c'était surtout il parle de l'époque où il séjournait au Salvador, on était en plein dans la guerre des contrats, et donc où aux États-Unis Ronald Reagan était considéré comme un héros national, et alors qu'en Amérique centrale il était considéré comme l'équivalent de Hitler ou de Mussolini. Donc je crois qu'on a brossé clairement le tableau d'un Lucius Shepard grand voyageur, en rupture avec son pays, c'est pas le cas, mais avec un regard critique et avec évidemment un intérêt porté aux populations d'autres pays, entre autres l'Amérique centrale, qui peuvent parfois subir les contre-coups de la politique étrangère américaine et en particulier, il a dit très clairement, des conservateurs américains. On va maintenant peut-être montrer un autre aspect de sa fiction, qui est peut-être moins directement politique, mais qui est tout aussi intéressant, qui sont des textes où, vous verrez, il introduit au sein du réel des éléments de science-fiction ou de fantastique. Et dans le passage qu'on va voir et que va vous lire Maud, vous allez voir que quelque part c'est un peu l'univers à la Mulder, à la Scully. Bien évidemment, il s'agit du texte Des étoiles entrevues dans la pierre, qui est paru dans le recueil Sous des cieux étrangers, là aussi disponible et qui est vraiment splendide, et qui a obtenu le Grand Prix d'Imaginaire en 2011. Petit extrait, Maud. Je fumais un joint sur les marches de la bibliothèque publique lorsque s'est levé un vent glacial surgi du zénith de la nuit, plutôt que d'un quelconque point cardinal, une force purement perpendiculaire qui a fait plier jusqu'au sol les branches quasi effeuillées du vieil aulne ombrageant le perron, comme si une gigantesque créature céleste soufflait un long moment sur la terre. Pendant 15 ou 20 secondes, mes cheveux se sont collés à mon crâne plutôt que de voler dans tous les sens, et les feuilles mortes, comme les touffes d'herbe, se sont aplaties autour de moi. Ce phénomène avait un périmètre limité. Les feuilles voletaient sur le trottoir, attestant qu'un vent moins puissant et plus capricieux soufflait par-delà la pelouse. Personne ne semblait remarquer quoi que ce soit. La bibliothèque, une relique du XIXe siècle à la façade de pierre brute, n'était pas un lieu de rassemblement très couru. Quelle que soit l'heure de la journée, et le seul autre témoin potentiel était un vieux gentleman se dirigeant vers la taverne McGuyan à une allure trahissant l'alcoolique. Cela se passait 7 mois avant les événements formant le cœur de ce récit. Mais j'évoque la chose pour suggérer que bien des phénomènes étranges échappent aux yeux du monde, ou du moins à ceux des habitants de Black William, Pennsylvanie. Des phénomènes qui, considérés dans leur ensemble, tendent à prouver que l'étrangeté fait partie de notre quotidien, mais que nous ne remarquons que ces manifestations les plus extrêmes. Alors on est, évidemment pas révélé toute l'histoire, mais on est dans un endroit particulier des États-Unis où des événements, des apparitions bizarres, allez, je ne vais pas révéler les choses, pas de spoiler comme on dit, mais voilà, dans un monde, dans une petite ville un peu assoupie et étouffée, il semblerait s'être passé quelque chose il y a plusieurs dizaines d'années, même plus, et à nouveau des choses vont se produire, et le mystère, le fantastique, peut-être la science-fiction, on ne va pas révéler, va arriver au cours du texte et dans la vie des héros. C'est donc une question que je voudrais poser à M. Shepard. Est-ce que pour vous c'est important, dans un texte qui démarre comme un texte de littérature générale, ou parfois de roman policier, dans certains textes, apparemment, et d'un seul coup, par petites touches, le fantastique ou la science-fiction font irruption? Est-ce que c'est pas justement une technique fréquente dans vos récits, entre autres dans vos nouvelles? Yeah, I mean, I like the depth of writing mainstream. You know, that. I mean, it's sort of stupid, like say mainstream or science fiction. I just think, you know, it's what the author brings to the table and what his focus is, you know, how deep his focus
it's important. Like whether it's mainstream or science fiction, I mean, I try to bring the same focus to it. Like the same depth of characterization. I mean, when I was just starting out, they offered me a chance. Isaac Asimov wrote an editorial in Asimov's magazine called Characterization, where he said that there was no purpose in having characters in science fiction. The only thing that was worth anything in science fiction was ideas. And so they offered me the chance to, but because I think character is everything in a story. So I wrote the article, but they didn't print it. They refused to print it. I think maybe Isaac would do that. But I mean, it's just basically whatever focus me. It's science fiction is considered by a lot of people literature of ideas, but to me, it's just the literature of characters and story. En fait, Lucius, pour lui, ne fait pas de différence entre les genres, science-fiction, fantastique, fantasy, littérature générale, policier. C'est vrai qu'il a écrit dans des textes qui ressemblent superficiellement à ces catégories. Pour lui, ce qui compte avant tout, ce sont les personnages. Et il se rappelle, quand il était écrivain débutant dans les années 80, il y avait un éditorial du magazine Isaac Asimov Science Fiction Magazine, donc l'éditorial apparemment écrit par le grand Asimov lui-même, qui affirmait de façon péremptoire que la science-fiction était avant tout une littérature d'idées et que les personnages n'avaient aucune importance. Et c'est quelque chose à quoi il s'est vigoureusement opposé. Il a même écrit un article en réponse que le magazine a refusé de publier. Donc il voit très très bien que de ce point de vue-là, il est dans la minorité, mais il n'en démord pas. Pour lui, ce qui importe au premier chef, ce sont les personnages et la façon qu'il a de montrer ce que ces personnages ressentent, ce qu'ils peuvent penser, leur vision du monde, etc. Parfois, ça s'accommode d'une idée ou d'une image de science-fiction, parfois c'est le fantastique qui convient, parfois c'est le policier. La réponse est parfaitement claire et complète. Je vais simplement prolonger un petit peu cette réflexion sur ce que j'avais commencé à instiller, c'est-à-dire une interrogation sur la façon dont Shepard fait entrer le réel, soit dans la science-fiction, soit dans le fantastique. Est-ce qu'il y tient beaucoup? Parce que j'ai remarqué que dans pas mal de ces nouvelles, c'est un procédé. On démarre, encore une fois, comme si on était dans une histoire policière. C'est un de ces textes qui se part au bord d'un lac, je pense qu'il voit à quoi je fais allusion. L'autre nouvelle à laquelle on faisait allusion ici, c'est les choses mystérieuses d'une petite ville américaine tranquille. Et dans un cas, on est dans un roman qui pourrait être un roman de littérature générale, une nouvelle de littérature générale ou de roman historique, et l'autre, on est plutôt dans une histoire de polar, et en cours, progressivement, par petites touches, avant que ça ne bascule, le fantastique ou la science-fiction vous fait irruption. Et c'est donc pas un procédé rare. Pourquoi il aime ça? Strategy as a writer, well, I guess like I think a sense of place is paramount. You know, like you have to. One reason people read science fiction is they want to have a sense of place. They want to transport it to another universe, and whether that universe is a mundane place with an odd accent. Very alien place. They want to see and feel it. So my sense of attitude is a sense of place, direct description, describing the character.
ce qui est primordial pour lui, dit Lucius Shepard, c'est le sens du lieu. Donc c'est pour ça que les descriptions qui sont assez abondantes dans sa forme sont très importantes à ses yeux, alors que ce lieu soit un lieu totalement étranger, comme on le trouve dans la littérature de science-fiction, c'est-à-dire un univers totalement extraterrestre, que ce soit un endroit qu'il connaît bien, soit une ville américaine, soit un lieu, un village d'Amérique centrale, etc. Pour lui, c'est primordial. Et donc, par exemple, il cite la nouvelle, on a lu un extrait, des étoiles entrevues dans la pierre, c'est quasiment de l'autobiographie. Il n'a quasiment rien inventé, c'est-à-dire qu'il connaît une ville comme celle où la science se situe, et l'expérience du personnage central, du narrateur, regroupe en grande partie ses expériences quand il était dans un groupe de rock. Donc c'est un peu sa vision du monde du rock. Le personnage, je développe un peu là, le personnage, c'est pour ceux qui ont eu la nouvelle, le personnage qui s'appelle Stinky, qui est un musicien de génie mais un être absolument immonde. Il a connu un musicien comme ça, il le raconte dans la postface, et encore, il a un peu édulcoré le portrait, sinon personne n'y aurait cru. Donc il le dit un peu en plaisantant qu'il n'a aucune imagination. Il ne fait que décrire ce qu'il a vécu, c'est très autobiographique. D'ailleurs, son dernier livre qui vient de sortir aux États-Unis, que j'ai apporté sur la table, s'intitule « 5 autobiographies et une fiction ». C'est, il imagine 5 Lucius Shepard différents. Si j'avais pas fait ça, tel choix, à tel moment de la vie, voilà ce que je serais devenu. Univers parallèle. Un dernier, avant de passer à la fantaisie, parce que c'est aussi l'actualité de Lucius Shepard, un dernier petit écho, je vous renvoie à La vie en temps de guerre, un roman absolument magnifique. C'est à la fois, vous y retrouverez ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'irruption du mystère, du mystérieux, du surnaturel ou du fantastique dans un univers de science-fiction et au départ réaliste, une guerre de l'Empire américain en Amérique centrale, un magnifique livre avec des personnages incroyables. Et puis aussi Louisiana Breakdown, où là on est plutôt dans le fantastique. Et je vais juste vous lire avant un petit extrait pour vous donner une idée aussi de comment il écrit un roman parfois très court de fantastique, Lucius Shepard. Je voudrais vous lire le début de sa préface à l'édition française, elle date de 2006, et ça clora ce petit chapitre sur les idées politiques progressistes minoritaires aux États-Unis de notre invité. Si la ville de Graal en Louisiane, où se situe l'histoire que vous allez lire, avait réellement existé, il est fort probable qu'elle aurait aujourd'hui disparu. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina s'abattit sur la côte du golfe du Mexique, provoqua des dégâts estimés à plusieurs milliards de dollars, laissa derrière lui des milliers de sans-abri, redessina le littoral, modifia le cours du fleuve Mississippi et démontra finalement que le gouvernement des États-Unis s'intéressait bien peu à la protection et au bien-être de ses citoyens les moins fortunés. Cette dernière assertion peut s'appliquer à d'autres gouvernements, voire à tous, mais il n'est pas dans mon intention de poser ici une critique politique, d'accabler tel groupe ou tel individu, en particulier George W. Bush et sa clique, qui ont déjà subi tant d'attaques. Dénigrer davantage cette bande de pitoyables malotrus reviendrait à vouloir tuer un scorpion géant en lui vaporisant un minuscule jet de bégon. Les semaines qui suivirent la catastrophe ont fait naître bien des rumeurs sur la disparition d'un grand nombre de personnes, sur l'indigence des fonds publics, sur les crimes perpétrés par la 82e division aéroportée et sur de nombreuses autres histoires. Suffisamment de rumeurs, en fait, pour donner du grain à moudre à une douzaine de commissions d'enquête du Congrès ou fournir la trame d'une centaine de romans. Soyons certains que ces énigmes ne seront jamais éclaircies, et j'imagine que ce n'est pas plus mal. Le passé de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane a toujours engendré de sombres mystères associés au culte vaudou, aux pirates, à la United Fruit Company et à bien d'autres affaires qui n'ont jamais été véritablement résolues. Les ravages les plus visibles de Katrina sont ceux qu'a subis la Nouvelle-Orléans elle-même. La ville survivra, mais ne sera plus jamais la même, sinon comme relique de son propre passé. Pour faire une analogie avec le vaudou, nous pourrions dire qu'elle est devenue une sorte de zombie. Le corps est toujours vivant, mais l'esprit a subi un terrible choc. Le quartier français reste prospère et le centre où siègent les entreprises se porte bien. Les chantiers navals ont été relativement épargnés et d'autres industries se relèveront car la volonté de persévérer est toujours grande lorsqu'il y a de l'argent à gagner. Mais une bonne partie des banlieues dévastées ne seront jamais reconstruites. C'est quand même un constat terrible que fait Lucius Shepard. Est-ce que vous êtes toujours aujourd'hui, comme le jeune homme que vous étiez, en colère
contre l'injustice et l'indifférence aux pauvres Lucius Shepard. I mean, everybody in the United States was very excited when Obama, came in. Obama has proved to be nothing but a corporate Democrat, like the House of Representatives, the Congress of the United States. It's the same people with issues of which some other guy. I mean, I have Congress should be certified. There are 300 million guns in America. 5,000-6,000 gun deaths a year. And they say that we need more guns to be safe. I mean, it's just like living in the United States, living in the Western world is kind of nuts, but living in the United States is like it's Oui, M. Shepard est toujours en colère. Quand Obama a été élu, on a cru que le monde était sauvé. Mais en fait, Obama n'est qu'un valet du capitalisme, comme l'était Clinton à son époque. Et la moitié des députés américains, c'est-à-dire des congressmen, sont à ses yeux totalement cinglés. Bon, je veux dire, on compte dans leur rang une femme qui se dit sorcière. Imaginez qu'il y a 300 000 armes en circulation aux États-Unis. Chaque année, il y a 5 à 6 000 décès dus aux armes à feu, que ce soit des accidents, des agressions ou autres. Donc déjà, vivre en Occident, ça prouve qu'on est complètement cinglé. Et vivre aux États-Unis, c'est encore pire. C'est les pires cinglés d'entre les cinglés. Donc il est toujours en colère. Voilà, c'est intéressant aussi de vous montrer que les écrivains américains sont extrêmement divers, que les opinions des écrivains américains comme des Américains sont diverses, et qu'une voix comme celle de Lucius Shepard, même si elle est minoritaire, elle existe aussi. Peut-être un petit extrait de Louisiana Brigdon, très très court, pour avancer. Vous avez déjà entendu parler de cette petite ville qu'on appelle Graal en Louisiane? Un trou perdu quelque part sur la côte du golfe du Mexique. Sa raffinerie de sucre fermée depuis des lustres, ses eaux où la pêche intensive n'a guère laissé de poissons. On y trouve quelques vieillards tout secs, en pantalon à bretelles, qui écoutent du baseball sur la radio de la station-service. Crachant leur chic de Redman, ils lisent les plaques d'immatriculation des voitures qui passent sans ralentir, fonçant vers un endroit meilleur, dont les vieux bons hommes n'admettraient jamais qu'il puisse exister. Le quartier des affaires est à quelques rues de Monroe Street. Des boutiques, dans des immeubles de 3 étages en briques friables, construits au début du siècle, comme on peut le voir sur les photos de l'époque. Maintenant, on va terminer. On a encore une douzaine de minutes à passer ensemble autour de Shepard. Et vous avez de la chance, vous avez beaucoup de temps cet été en particulier pour lire les romans de Lucius Shepard. Si ce n'est pas encore le cas, les nouvelles de Lucius Shepard, vous allez voir un très grand écrivain, un vrai bonheur de lecture. Voilà, vous avez de la chance, parce que vraiment, c'est un écrivain que je suis extrêmement fier de recevoir aujourd'hui pour la première fois. Et je pense que si il en a l'envie, et si les autres invitations en France et en Europe lui en laissent le temps, il reviendra, j'espère, dans quelques années, et pas si loin de ça, à Épinal. Donc, maintenant, on va parler de dragon. On va parler de fantasy, parce que l'homme qui écrit du fantastique, on vient d'avoir un extrait, l'homme qui écrit de la science-fiction et de la meilleure est aussi un écrivain qui s'est mis à la fantasy. Alors en 2 mots, hein, moitié boutade, moitié sérieux. Lucius Shepard, pourquoi vous êtes mis à la fantasy? Parce que vous aimez aussi la fantasy, ou est-ce que ça parce que ça rapporte de l'argent aujourd'hui? I was at the Clarion workshop. I never liked fantasy and elements of dragons and stuff like that. I wanted to see if I could write a story about a dragon that I respected. So the only way I could do that, I thought, was this huge dragon that was active. Just everybody blamed him, put their own personality on the dragon. It was like
fait, l'origine du dragon griol remonte au tout début de Lucius Shepard en tant qu'écrivain, donc il avait déjà une trentaine d'années. Il participait à un atelier d'écriture qu'on commence à organiser en France et qu'on a organisé déjà aux États-Unis il y a 30 ans. Et quelqu'un l'a mis au défi d'écrire de la fantasy. C'est un genre qu'il déteste. Les histoires d'elfes, de dragons, les magiciens, il ne peut pas supporter. Il dit comment je pourrais trouver un angle d'attaque pour que j'écrive de la fantasy. Il dit je peux écrire une histoire de dragon, il faut qu'il soit gigantesque, qu'il soit absolument énorme pour qu'on voit que lui. Et donc il a relevé le défi, il a écrit la première nouvelle, et petit à petit il s'est aperçu que cette création totalement originale lui permettait de greffer là-dessus tout un tas de personnages, tout un tas d'histoires. Ça faisait en quelque sorte un écrin merveilleux, un écrin gigantesque, un peu comme une religion qui servait de décor commun à tout un tas d'histoires. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte, mais j'écris de la fantaisie, donc je continue. Voilà. On va peut-être entrer justement dans ce recueil de nouvelles qui a obtenu, je le rappelle, l'année dernière, le prix Imaginal pour l'ensemble du recueil des meilleures nouvelles de fantaisie. Pour un homme qui n'aime pas la fantaisie, c'est pas mal. L'homme qui peignit le dragon griol, donc nouvelle parue il y a déjà bien longtemps dans une revue qui a disparu aujourd'hui qui s'appelait Fiction et qui est reprise et dont les traductions ont été relues et revues par Jean-Daniel. Voilà, petit extrait. La domination exercée par Griol était indéfinie. Les habitants de la vallée attribuaient leur caractère grincheux aux années passées sous son ombre mentale, mais on connaissait d'autres régions dont les peuplades affichaient leur hostilité envers le reste du monde sans pour autant blâmer un dragon. À y croire, c'était également l'influence de Griol qui justifiait les raids qu'ils lançaient fréquemment sur leurs voisins, car ils étaient au fond des gens très pacifiques. Mais là encore, cela ne relevait-il pas tout simplement de la nature humaine? La preuve la plus irréfutable de la primauté de Griol, peut-être, c'était qu'en dépit de la fortune en argent offerte à quiconque le tuerait, personne n'y était encore parvenu. On avait élaboré des centaines de plans à cet effet, et tous avaient échoué, soit parce qu'ils étaient stupides, soit parce qu'ils étaient impraticables. Les archives de Théosin débordaient de schémas décrivant des épées géantes, animées par la vapeur, et autres machines improbables, dont chacun des concepteurs, à force de séjourner dans la vallée, avait fini par rejoindre les rangs de la population morose. Et ils poursuivaient le cours de leur vie, s'en allant parfois, mais revenant toujours, liés à la vallée, jusqu'à ce jour de printemps 1853, où Méric Catanet vint proposer que l'on peignît le dragon. Voilà, une toile. On commence par peindre le dragon. Est-ce que finalement, celui qui peint le dragon, l'artiste, ce n'est pas voulu, je sais pas. I think there's a part of the story where he talks about chained himself to this thoroughly unreasonable perception or just like that's like it's like a light writer. Even for the Dickens writing, I think that's what the protagonist of the story and that's a secondary consideration. The primary thing of the story, which is like the way we erect and then take a hill. When I first started thinking about the dragon, I was thinking about the hills in Mexico, which are very and these saurian kind of shapes. And I thought, easy to me. Some kind of great blizzard in this area. And that soldiers in shape.
En fait, oui, il se rend compte maintenant que la façon dont il décrit le travail de Méric Catanet, le peintre, ça ressemble beaucoup au travail de l'écrivain tel qu'il a envisagé, puisque Méric finit, bon, je ne vais pas gâcher la nouvelle, mais quand même, au début, dans l'idée de Méric Catanet, c'est une blague. C'est une blague d'étudiant qui aurait bu un peu trop. C'est une façon pour lui de soutirer de l'argent au conseil municipal de Théochilde. Et en fait, il finit par se prendre au jeu, il finit par devenir drogué à son travail, de la même façon qu'un écrivain finit par être drogué à l'écriture. Et Lucius nous explique que ce qui a fait l'étincelle dans la création de Léon Griolle, c'est qu'il a pensé à certaines collines du Mexique qui ressemblent effectivement à des gigantesques dragons assoupis. Et on a l'impression qu'il suffirait de prendre des outils de sculpteur, un burin, un marteau, enlever petit à petit tout ce qui est en trop et on verrait apparaître une silhouette de dragon endormi, enfoui sous la terre. Et on va continuer à fréquenter ce dragon et on va aller un peu plus loin dans le recueil. Un autre petit extrait, Maud. Corogli revint près de la table et se pencha au-dessus d'elle, s'y appuyant les mains jusqu'à frôler les doigts de Lémos avec les siens. Lémos ne bougea pas d'un pouce, ne sembla même pas prendre conscience de la proximité de Corogli, ce qui prouvait qu'il était sincèrement bouleversé par les événements et ne jouait pas la comédie. Ou alors, songea l'avocat, il a le système nerveux d'un escargot. Vous me demandez d'adopter un système de défense que nul n'a jamais utilisé, dit-il. C'est d'ailleurs stupéfiant maintenant que j'y pense. L'influence de Griolle est attestée, du moins à l'intérieur de la vallée de Carbonalas. Mais affirmer pour vous défendre dans le cadre d'une affaire criminelle que vous ne faisiez qu'accomplir sa volonté, que son essence incarnée dans cette gemme vous a incité à lui servir d'argent, je ne sais pas. Lémos paraissait n'avoir rien entendu. Au bout d'un temps, il demanda « Myriel, est-ce qu'elle va bien ?»« Oui, oui, répondit Corogli, irrité. Mais vous avez écouté ce que je viens de vous dire ?» Lémos le regarda sans comprendre. Votre version des faits semble demander un système de défense qui n'a jamais été utilisé. Jamais. Avez-vous conscience de ce que cela implique? Non, répondit Lémos, en baissant les yeux. Les juges n'apprécient guère de devoir établir un précédent, et celui qui présidera à votre procès appréciera encore moins de devoir établir celui-ci. Car, une fois la chose acquise, Dieu sait combien de criminels tenteront de l'invoquer pour échapper à leur châtiment. Est-ce que Shepard voit l'extrait qu'on a pu lire, on lui dire en deux mots de quoi il s'agit pendant que je vais l'expliquer. Alors, vous avez entendu le passage. Le dragon aurait inspiré le criminel, parce que ce dragon est supposé avoir une action délétère et malveillante dans toute la région et autour de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas ici quand même, avec l'humour aussi, ce qu'on l'oublierait, on aurait tort, dont fait parfois preuve M. Shepard, une certaine satire de la façon dont certains avocats américains défendent des clients tout à fait indéfendables? Dragon thing, all the stories can be seen as a satire. When I started thinking about the dragon, I was thinking about a particular president of ours. So the whole real thing is a satire, an allegory, if you will, like United States' influence in Central America, from Ellis Valley, or Europe, the dragon is the United States. So it's like everything in there is like basically expatriates' view of Central America. So satire part of
remarque très juste, parce qu'en fait, d'un certain point de vue, même si elle ne se limite pas à ça, toutes les nouvelles sur le dragon griole peuvent être considérées comme une satire de l'Amérique, et en particulier de personnages que Lucius a déjà évoqué, qui est celui de Ronald Reagan. D'un certain point de vue, les histoires du dragon griole, c'est un peu une allégorie des relations entre les États-Unis et l'Amérique centrale. Les habitants de la vallée de Carbonales, de Théocide, etc., ce sont les habitants du Honduras, du Salvador, du Guatemala, et le dragon, c'est la présence dominante des États-Unis à laquelle il est impossible d'échapper. Et donc, de ce point de vue-là, oui, cette petite pique contre les avocats, oui, c'est effectivement une satire du système américain. Notre voyage, notre rencontre avec Lucius Shepard touche à sa fin. On serait bien resté encore tranquillement, je ne voyais pas le temps passer. On va encore, petit écho, le dernier extrait avant l'ultime question et l'occasion de le rencontrer cette fois-ci sous la vue du livre et de vous procurer ces romans parce que vous allez faire de belles découvertes. Un extrait du tout nouveau roman, et je remercie tout particulièrement les éditions du Bélial, le principal éditeur aujourd'hui, l'éditeur de Lucius Shepard. Je remercie évidemment Maud pour ses lectures, et Jean-Daniel Breck pour avoir eu l'idée et la volonté de traduire à temps ce roman pour qu'il paraisse en premier dans le monde en France, et le 23, c'est-à-dire à l'ouverture du Festival Imaginal. Merci pour ce beau cadeau, vous serez les premiers à lire ce roman du Dragon Griole. Petit extrait, Maud. Qui est magnifique, je le précise. Durant ses études de médecine, Rosatcher s'était spécialisée en hématologie, mais la dimension poétique du sang, ce rouge murmure de vie sinuant parmi les cavernes de la chair, l'intriguait bien avant qu'il n'entrât à l'université. Il était donc naturel que le thème de ses travaux évoluât jusqu'à se confondre avec sa fascination pour le dragon, et que le sang de Griole en vint à l'obséder. Que personne n'ait jusqu'ici songé à l'étudier, voilà qui le stupéfiait. Du sang, pompé par un cœur ne battant qu'une fois par millénaire, qui jamais ne se coagule et reste à l'état de liquide en dépit des inexorables lois de la physique. Les bénéfices qu'on pouvait espérer tirer de son étude étaient inimaginables. Mais à présent qu'il en examinait un échantillon au microscope, ce qu'il voyait entretenait avec le sang humain une relation si marginale qu'il se demanda si l'entreprise serait vraiment fructueuse. Pour commencer, ce sang n'avait rien qui ressemblât à des cellules. Il recelait certes quantité de structures microscopiques, se détachant nettement sur fond de plasma doré, mais elles ne cessaient de se multiplier et de se métamorphoser, passant par une rapide succession de formes et de caractères avant de s'évanouir. Au bout d'une heure d'observation, Rosatcher commençait à croire que le sang de Griole était un médium contenant toutes les formes possibles, dont chacune n'attendait que d'en devenir une autre. Quoique recru de fatigue, il se frotta les yeux, s'aspergea le visage d'eau froide et recolla son œil à la lunette, espérant pouvoir discerner un schéma directeur. Constatant qu'il n'y parvenait pas, il fut tenté de conclure que ce sang était d'essence magique, imperméable à tout examen scientifique. Mais il répugnait à lâcher son obsession, séduit qu'il était par l'infinité de motifs qu'il observait, sous la lamelle, par les contours mouvants des mystérieuses structures, dessinant une mosaïque instable d'ombre et d'or, palpitant comme si elle reflétait le processus d'une force rythmique interne, à croire que le sang était son propre moteur et n'avait nul besoin d'un cœur pour maintenir sa vitalité. Et c'était peut-être le cas. Aucune autre explication ne convenait. Le problème, en conséquence, serait d'expliquer le fonctionnement de ce moteur, de déterminer si l'on pouvait reproduire cette fonction dans le sang humain. Il envisagea de sortir faire une promenade. Un peu d'activité physique mettrait de l'ordre dans son esprit excité, et peut-être arriverait-il à élaborer une stratégie empirique. Mais il était incapable de s'arracher au microscope, tant il était captivé par la beauté protéiforme des motifs qui se déployaient sous ses yeux, passant de la délicatesse floue d'un frottage à la netteté d'une estampe sur fond doré.
C'est sur ce passage éminemment poétique qui nous invite à la rêverie qu'on va se quitter. Un immense merci à M. Shepard et bien évidemment le plaisir de le retrouver dans quelques minutes, le temps qu'il arrive malgré son entorse à son stand. Vous allez vraiment découvrir de très beaux livres, de très beaux ouvrages. Merci M. Shepard.